we're losing species. What does that mean for us? What does that mean for society? What is the tuna that you serve? Which ocean is it from and how is it caught? If you take those curves, well, they're dropping. When are they going to hit zero? At one level, it's a question of how bad is it? Sent a shiver down my spine. We have reached the limits of what the ocean is capable of providing. It's a finite resource. There will be a point in the future where we will run out. It's a question simply of when. It could be a road of no return. The sea belongs to us. So why don't we claim it back? Le film ne va pas vous laisser trop désespéré, non, parce qu'on a amené quand même donc Edmond Vergès qui est pêcheur artisan depuis 22 ans maintenant. Je vais vérifier sur ton site, on va faire la promo de son site quand même. Donc il y a encore des espoirs. Bon, j'ai trois petites remarques avant le début du débat. Une première remarque à usage un peu interne Greenpeace, mais c'est pas une enquête de police. C'est parce que comme c'est dans le cadre d'une campagne nationale de Greenpeace, normalement les adhérents de Greenpeace ont dû recevoir un emailing pour les informer donc, de la soirée de ce soir. Et mes petits copains salariés de Paris me demandent de faire un rapide sondage. Alors si vous voulez bien lever la main, si ça ne vous gêne pas, pour savoir à peu près sur le nombre d'adhérents de Greenpeace qui ont été sollicités, quels sont ceux qui sont présents ce soir. Pour amener une petite dizaine. D'accord. Ok. D'accord. Donc voilà. Après une autre remarque, c'est par rapport aux données qui sont communiquées dans le film. Bon, il y a certaines données qui datent un peu. En matière d'actualité, par exemple, tout ce qui concerne la pêche en Afrique de l'Ouest, le nouveau gouvernement sénégalais a remis en cause les concessions qui avaient été accordées à un certain nombre de pays occidentaux. Donc par rapport à la situation qui est décrite là, on a un peu avancé s'agissant de la pêche en Afrique de l'Ouest. Et donc il y a eu une renégociation par le gouvernement sénégalais qui a mis fin à un certain nombre de concessions qui étaient accordées aux pays occidentaux. Donc voilà pour ça. Sur la pêche au thon, bon, c'est quand même aussi un peu centré sur la pêche au thon. Sur la pêche au thon par rapport aux chiffres qui ont été donnés là, qui concernaient donc les quotas qui ont été délivrés par ce qu'on appelle l'ICCAT, c'est-à-dire la Conférence internationale sur la conservation des thoniques, etc. Je parle sous le contrôle d'un de mes copains ici présents dans la salle, que le chiffre donné, ça peut être un chiffre de 2009 ou 2010, 29 500, c'est ça, 2009, et que depuis, le quota était un peu abaissé, donc disons que c'est pas encore une très très grande avancée, mais il y a une petite avancée en ce qui concerne les quotas qui ont été accordés par l'ICCAT dans le sens de la préservation de la ressource. Voilà les deux remarques que je voulais faire au préalable. Donc on a affiché là pour vous montrer un peu, on les remettra peut-être après tout à l'heure sur la table, la différence entre ce qu'on peut appeler évidemment la pêche industrielle et la pêche artisanale que pratique Anne-Marie qui est ici là. Bon, elle est un peu de côté, mais bon, on voit quand même que c'est elle. Voilà. Et puis on a un certain nombre de guides. On vous en a distribué tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y en a encore là-bas sur la table. Donc sur les espèces de poissons menacées ou pas, sur un certain nombre d'indications concernant la taille des poissons qui doivent être normalement consommés si on veut effectivement préserver la ressource. On a aussi ce petit dépliant sur la pêche artisanale où on explique effectivement ce que c'est, même si on arrive à revenir beaucoup plus en détail là-dessus. Voilà. Et donc un document sur la Méditerranée est ici. Donc vous pouvez soit en venir en prendre ici, soit sur la table là-bas.
Donc Anne-Marie, moi j'ai une question un peu de béotien parce que je suis un ancien, moi, je suis toujours un citadin, mais quand on parle de pêcheurs à la ligne, évidemment on voit au départ deux pêcheurs qui pêchent à la vraie ligne, mais toi c'est une pêche à la ligne mais un peu différente. Alors je sais pas si tu veux le micro ou si ça suffit. Bonsoir tout le monde. Donc pour la pêche à la ligne, il y a deux choses parce que ce qu'on appelle nous la pêche à la ligne, c'est aussi la pêche à la palangre. Alors c'est en début de reportage. Dans le film, il y a une partie de pêche à la palangre au requin qui est un peu une aberration. Mais donc c'est un peu gênant parce que c'est un peu le métier qu'on pratique, puisque nous aussi on travaille avec des hameçons. Mais bon, c'est pas à la même échelle. Quand après j'entends aussi que tous les palangriers du monde, si on ferait 500 fois le tour de la Terre. De toute façon, je préfère qu'on fasse même 1000 fois le tour de la Terre avec des hameçons que occuper des espaces avec des chalutiers géants ou autres, parce que de toute façon, même si c'est un niveau industriel, je ne défends pas le niveau industriel, mais même si c'est un niveau, je préfère avoir des hameçons à un niveau industriel de toute façon que des chaluts ou des filets, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, de toute façon, tous les pêcheurs ne sont pas des grands méchants, des grands prédateurs. En France, par exemple, 80% de la flottille française, ce sont des petits bateaux de moins de 12 mètres qui sortent à la journée. Et ce qui est vrai en France est vrai au niveau de l'Europe. Seulement, le problème qu'il y a, c'est que toutes les instances professionnelles sont aux mains des gros métiers, donc des pêcheurs de la pêche industrielle ou de la pêche au large. Et les petits métiers sont complètement sous-représentés, voire absents de toutes les organisations professionnelles. Donc déjà il y a un gros problème. Et ensuite au niveau politique, ce sont que les grands métiers qui sont entendus, puisqu'on n'entend jamais que leur son de voix. Et que comme on sait, que ce soit pour l'agriculture, la pêche ou pour le reste, c'est de toute façon toujours le combat du petit contre le gros, et c'est toujours le gros qui l'emporte. Donc le plus gros problème, si vous voulez, pour moi, c'est surtout dans la répartition après les quotas, une fois qu'ils sont établis. D'abord ça commence par des TAC, des sites de capture, qui sont donc décidés en général en accord avec les scientifiques. Après ça devient des quotas qui sont donnés au pays, et chaque pays après redistribue chez lui son quota. Et pour nous, justement, le plus gros souci, c'est que les quotas continuent d'être alloués en priorité à la pêche industrielle et à la grande pêche. Et donc on se retrouve, nous, les petits métiers, soumis à des quotas qui ne sont pas de notre fait, parce que s'il y a des quotas aujourd'hui, c'est pas à cause des petits bateaux, c'est pas à cause de 80% de la flottille européenne en général qu'il y a des quotas, c'est bien parce que depuis 50 ans, comme on l'a dit, la technologie elle a été hyper accélérée, et malgré qu'on ait réduit la flottille, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut diminuer le nombre de bateaux, mais c'est ce que l'Europe a fait en subventionnant des bateaux pour diminuer l'effort de pêche. Et à côté de ça, ils ont subventionné des bateaux avec des techniques de pêche encore plus performantes. Alors malgré qu'on ait réduit le nombre de bateaux, on a quand même augmenté l'effort de pêche. Donc le problème, il n'est pas dans le nombre de bateaux, mais il est bien dans les techniques de pêche. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a voulu s'attaquer à ce problème-là, puisqu'on continue à subventionner à outrance ce genre de pratiques. Un petit exemple, Intermarché, qui a une flottille assez importante, excusez-moi, j'ai un peu de passage, a touché en l'espace de 4 ans quelque chose comme 10 millions d'euros de subventions, sans laquelle sa flottille serait, pourrait même pas naviguer. Mais à côté de ça, Intermarché dégage des bénéfices énormes en revendant son poisson. Donc si vous voulez, nous, les petits pêcheurs, ce qu'on a décidé de faire, ce qu'on a réussi à faire, c'est à se fédérer entre la Méditerranée, la Bretagne et le Pays Basque. Et on a créé ce qu'on appelle la plateforme de la petite pêche artisanale, de manière à faire entendre notre voix et à défendre nos intérêts, parce qu'on se rend compte que si on continue comme ça, on va tous disparaître, il n'y aura plus un effet de poisson. Et en plus, il sera ravagé par ceux qui encaissent toutes les subventions. Donc on est en crise de l'argent public. Donc depuis quelque temps, on essaye de monter au créneau à Bruxelles, à Strasbourg, parce que c'est là que ça se passe. Et
Il semblerait qu'on ait un petit peu été entendu, puisque dernièrement, les parlementaires ont voté déjà la fin des rejets. Alors, vous m'excuserez, je vais boire un peu d'eau. Oui, donc je vous disais qu'on a réussi à se fédérer parce que c'est très difficile pour nous, les petits métiers, d'être fédérés dans la mesure où on est en mer. Donc on n'a pas le temps de s'organiser à terre, contrairement aux métiers où les armateurs ne naviguent pas et ont largement le temps de s'organiser à terre. Et nous, ce qu'on essaye, c'est de vivre de notre métier, alors que d'autres cherchent à s'enrichir. Certains ont investi dans la pêche, demain il n'y a plus de poissons, ils investiront dans les hôtels ou dans autre chose. Ce qui n'est pas du tout le cas donc, de 80% de la flottille française et européenne en général. Donc nous avons constitué notre plateforme que je vous invite à consulter, à aller sur internet, plateforme de la petite pêche artisanale. Qui est là en papier pour ceux qui veulent, avec derrière le site d'Anne-Marie, dont on rappellera. C'est pas le plus important. Et le site de la plateforme de la pêche artisanale. Voilà. Non mais comme les gens t'ont vu, etc., et que tu es quand même de Saint-Jean-de-Luz, et qu'on est en Aquitaine, bon, je vous encourage à aller sur le site de la plateforme et à donner, à nous apporter votre soutien, tant moral que financier, puisque c'est le nerf de la guerre. Et que jusqu'à maintenant, c'est vrai que si on a pu se constituer, si on a pu commencer à démarrer, c'est grâce au soutien notamment de Greenpeace et WWF qui nous ont apporté tout leur appui logistique et tout leur soutien, voire financier. Mais il faut qu'on commence à voler de nos propres ailes. Alors bon, évidemment, on va commencer par une cotisation interne. Alors bon, il faut dire qu'on a nos balbutiements de la plateforme, mais enfin on est déjà à peu près 500 pêcheurs malgré tout, puisque les Méditerranéens représentent quelque chose comme 300 personnes, les Bretons 200 et puis 150, et allez, en Pays Basque on n'est pas très nombreux, parce qu'il n'y a que Saint-Jean-de-Luz comme port de pêche, il n'y a que 30 bateaux, il ne reste plus que 30 bateaux, mais on est quand même une poignée sur Saint-Jean-de-Luz aussi. Et donc on est vraiment au début de notre combat et surtout au début de notre fédération. Bientôt on va envoyer des brochures à tous les autres petits pêcheurs de France. Et c'est de manière à se faire entendre et à porter notre voix au niveau des décisions politiques et à peser un petit peu dans la balance pour dire voilà, il y a des pratiques de pêche qui sont nocives, je pense que plutôt que de s'attaquer au nombre de bateaux, c'est plutôt les techniques de pêche qui sont à revoir. Et surtout que l'accès à la ressource revienne en priorité aux petits métiers, à ceux qui ont permis qu'aujourd'hui, s'il y a encore du poisson, les petits métiers en tous les cas ne sont pas responsables de la disparition de toutes les espèces dont on parle. Et ce qui est complètement injuste, c'est que c'est nous aujourd'hui qui nous retrouvons sans droit de pêche. Donc vraiment là-dessus, on a un gros problème. Par exemple, je prends un exemple sur Saint-Jean-de-Luz, on est une trentaine donc, de bateaux, il y a une paire de pélagiques. Alors, pélagique, c'est le système que vous avez vu en chalut, mais dans lequel rentrerait je ne sais pas combien de Boeing. Alors, pélagique, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que ce sont deux bateaux qui traquent des filets. Sur Saint-Jean, il y en a une trentaine, aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce que ce que ces bateaux-là consomment en gasoil dans la semaine, nous, on consomme dans l'année. Donc, rien que pour rentabiliser le gasoil, je ne vous dis pas le nombre de poissons qu'il faut pêcher. Et par exemple, le quota de maquereaux, il a été donné à une paire de bateaux, à 2 bateaux. Et tous les petits métiers se retrouvent sans pouvoir aller au maquereau. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est vrai pour le thon, c'est pareil pour le thon. Les Méditerranéens, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils se battent dur, parce qu'ils ont là-bas aussi des senneurs, des gros senneurs qui s'accaparent la totalité ou presque du quota de thon au niveau français. Je crois que c'est 80% du quota de thon qui va aux senneurs méditerranéens, ce qui est une aberration totale. Bon, là, je sais plus ce que j'en suis. Comme j'ai pas trop l'habitude de parler, je vous laisse poser des questions si vous voulez. Il y a des gens qui vont pouvoir te poser des questions par rapport peut-être à certaines données du film ou par rapport effectivement à l'action d'Anne-Marie et puis de la plateforme. Oui, Anne-Marie, tu as parlé de la situation à Saint-Jean-de-Luz. Est-ce que tu as des infos par rapport à Arcachon ou Royan? Non, pas trop. Alors, sur Arcachon, je sais que c'est surtout des fileyeurs. Bon, j'ai rien contre les fileyeurs quand ils sont petits. Quand ils sont gros, déjà, j'ai un peu plus. Parce qu'il y a des bateaux, notamment sur Arcachon, des gros catamarans qui travaillent jusqu'à 50 km de filet. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, même des filets. Des filets, c'est comme un grand mur qui est posé dans l'eau. Parce que bon, il y a
Il y a la technique du chalut, donc c'est un gros sac, le bateau est en avant et tracte un gros sac dans lequel s'engouffre le poisson. Ça, c'est le chalut classique. Le chalut pélagique, c'est 2 bateaux qui tractent comme un gros sac aussi. Et là, ils peuvent passer au-dessus des cailloux. Et après, il y a ce qu'on appelle les filets. Alors, les filets sont posés dans l'eau. Voilà, c'est mettons ça, mais des milliers, des kilomètres et des kilomètres. Vous imaginez 50 km multipliés par le nombre de bateaux. Ils n'ont même pas le temps de les travailler dans la journée. Là, ce qui est très important, c'est quand on parle des rejets, là ils en ont un petit peu parlé dans le film, il faut vous dire qu'il y a des techniques de pêche qui engendrent énormément de rejets. Par exemple, des pélagiques, pour pêcher ou débarquer 20 tonnes de thon, en auront peut-être rejeté à l'eau 10 tonnes ou 15 tonnes, on ne sait même pas quoi, mort. Donc un gaspillage énorme, parce qu'ils vont choisir que les plus jolis, ils vont ramener que les plus jolis, alors que par exemple on est quelques bateaux sur Saint-Jean à pêcher avec des hameçons, si on ramène un thon, on risque une amende. Alors c'est des disproportions comme ça qui sont complètement saugrenues, farfelues, mais qu'on continue à entretenir malgré tout. Mais quand même, oui, donc tout à l'heure je disais, l'Europe commence un petit peu à inverser la vapeur. Par exemple, ils viennent de voter rejet zéro, c'est-à-dire que les bateaux ne pourront plus rejeter en toute impunité à l'eau. Ils seront tenus de débarquer ces rejets. Alors ça fait des grosses polémiques, forcément, parce que déjà ils se défendent en disant mais vous allez mettre nos bateaux en danger au niveau de la stabilité, ce qui veut dire quoi? Ils pêchent plus de rejets que de poissons prêts à débarquer. Donc nous au contraire, on n'est pas tous d'accord pour ça, mais moi j'estime que c'est une bonne chose. Et comme ça on verra bien justement les dégâts occasionnés par certaines techniques de pêche. Alors évidemment le piège c'est qu'est-ce qu'on fera de ces rejets. On les commercialisera, on les commercialisera pas. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit dans le reportage par rapport aux farines animales. L'aquaculture, c'est certainement pas la solution, parce que donc, comme vous avez entendu, il faut 5 kg de poissons sauvages pour engrosser d'1 kg de poissons d'élevage. Donc ça aussi, en plus, ça engendre une pollution énorme. Et donc ça aussi, c'est une aberration complète. Alors le problème, il est là. Qu'est-ce que vont devenir ces rejets? Comment vont-ils aller? Est-ce qu'ils seront financés? Parce que il ne faudrait pas encourager les bateaux à aller à la pêche au rejet, parce qu'on a connu ça dans le temps. Il y avait des espèces, par exemple, telles que le maquereau, qui partaient ce qu'on appelle au prix de retrait. Et donc des bateaux partaient pêcher le maquereau, sachant que il allait être payé à, je sais pas, mettons, à n'importe quel prix, mais qu'ils auraient un prix minimum d'assuré et que ce poisson-là serait détruit. Mais avec le tournage, allez hop, on y va. Donc il ne faudrait pas qu'on commence à pêcher les rejets, quoi. Il y a débarqué à vivre de rejets. Voilà, ça c'est un souci. Mais disons que pour la première fois, on aperçoit une étincelle au niveau de l'Europe, de vouloir un petit peu déjà de considérer que la petite pêche artisanale est là. Tiens, en effet, il y a des interlocuteurs de la petite pêche artisanale, et on a le sentiment d'avoir une oreille un peu attentive, surtout qu'ils se rendent bien compte que de toute façon, toute leur politique a été un échec jusqu'à aujourd'hui, parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, on est toujours, on aggrave, le phénomène s'est aggravé et la ressource est toujours en danger. Alors par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est de là à dire, il y a des espèces en danger, il ne faut pas les consommer. Moi, le thon, je ne vais pas vous dire ne consommez pas de thon rouge. Moi, je vais vous dire mangez du thon rouge, mais mangez du thon rouge de ligne ou d'hameçon. Voilà. Et c'est, je vous dis aussi pour celui qui vient de Saint-Jean-du-Zé. Oui, pas seulement, bien sûr, parce qu'il y a le thon rouge qui se pêche à la canne et à l'hameçon ailleurs qu'à Saint-Jean-du-Zé. Oui, d'accord. Mais pour le merlu, oui, je vous encourage à manger du merlu de ligne de Saint-Jean-du-Zé. Oui, en plus, comme ça, on évite aussi l'effet carbone. Hein, parce que de Saint-Jean-du-Zé à Bordeaux, il n'y a que 200 et quelques, alors que si on fait venir ce qui est vrai pour le poisson, est vrai pour tout. C'est vrai que petit à petit, c'est vrai qu'on devient sensible à plein de choses, parce qu'aussi on est de plus en plus informés, et quand on se rend compte qu'en effet, que ce soit des poissons, des fruits, de la viande ou n'importe quoi, si elle a fait 3 fois le tour de la Terre pour atterrir dans nos assiettes, c'est clair qu'il vaut mieux éviter et privilégier les circuits courts. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez faire vos courses chez votre poissonnier ou dans votre supermarché, vous allez leur casser les pieds, vous allez leur dire, ah oui, ce poisson, d'où il vient,
Est-ce qu'il a été pêché par un gros bateau, par un petit bateau, est-ce que c'est du poisson de ligne, pas de ligne, enfin le genre de questions qu'ils détestent, parce que de toute façon c'est sûr qu'ils ne sauront même pas vous répondre, mais au moins ils se diront, tiens merde, il va falloir peut-être que je me mette à la page et que je sache moi-même ce que je vends. Parce que vous pouvez être sûr qu'il y aura très peu de monde, je pense, qui sauront, ou alors vraiment des gens très spécialisés, des poissonniers bien particuliers, mais il y a 80%, ils seront bien embêtés pour vous répondre. Mais c'est bien justement de mettre un peu la pression et de les obliger eux aussi à se poser des questions. Justement, sur nous, la façon dont on peut agir, c'est la consommation. Où est-ce qu'on peut trouver les poissons pêchés par ces 80% qui ne pratiquent pas la pêche intensif? Normalement, un peu partout, hein, parce que comme on est les plus nombreux, mais c'est ce que je vous dis, quand la prochaine fois que vous faites vos courses, vous demandez, je ne sais pas où c'est que vous les faites, mais enfin, peu importe, mais là où vous allez, que ce soit en supermarché ou en poissonnerie, vous demandez. Alors c'est clair que le pauvre mec du supermarché qui s'enquiquine la vie pour un petit salaire et tout ça, et que le pauvre va pas lui donner, mais si à force de demander, et même de faire des réclamations, si bon, lui va savoir vous répondre, etc. Mais je pense que dans tous les supermarchés, il y a des feuilles, non, de réclamation ou quoi, mais demandez, quoi. Voilà. Déjà, si on va à Intermarché, on est pratiquement sûr que c'est des poissons qui viennent de subventionnés par l'Europe. Voilà. Déjà, soyez vigilants si vous allez à Intermarché. Oui, et puis quand on parle aussi de label, alors pêche durable, tout ça, moi je suis désolée, mais pêche durable, pêche responsable, tout ça, ça veut malheureusement pas dire grand chose, parce que ce sont des termes qui sont récupérés. Donc nous, ce qu'on essaie justement d'obtenir, c'est un label de pêche à la journée. Mais voilà, mais personne, enfin les politiciens, je crois aujourd'hui, font une barrière nette devant ça. Nous, c'est ce qu'on demande, un label de pêche à la journée. C'est comme si vous voyez marqué pêche à l'Atlantique Nord-Est, mais ça ne veut rien dire du tout. Il faut que vous demandiez comment il a été pêché, par quel type de bateau il a été pêché. Ça, c'est plus important. Est-ce que les poissons qui sont dans les poissonneries sont forcément issus d'une pêche saisonnière? Ah non, pas du tout, il y a de tout. J'imagine que dans une poissonnerie, vous devez avoir des poissons d'élevage et du poisson sauvage pêché par des gros chalutiers et par des petits bateaux aussi, sûrement. Il doit y avoir de tout. Mais il faut s'adresser aux revendeurs, quoi. Oui, est-ce qu'il y a une traçabilité de tout ça? Alors, pour certaines est-ce que l'information remonte? Est-ce que l'information suit le produit? Je ne sais pas si tout ça est bien organisé. C'est en train, sur certaines espèces, c'est le cas. Par exemple, vous avez le bar de ligne, notamment des Bretons, qui ont fait un énorme effort sur la communication et qui pincent chacun de leurs poissons. Donc toutes les barres de ligne, au moins bretons, sont pincées, et même chez nous, les barres de ligne sont pincées. Le merlu de ligne aussi maintenant a un pince sur lequel on peut lire la date de capture. Et normalement, avec une espèce de mini logo, bon, je ne suis pas très calée, mais je pense qu'avec je ne sais pas quel genre de téléphone, on peut avoir des informations sur le poisson. Alors ce sont des trucs qui sont en train de se mettre un peu en place. Donc nous, localement, c'est ce qu'on fait avec notre merlu. On essaye de valoriser, justement, parce que c'est du merlu donc pêché à la leçon, qui est du jour, etc. Et donc on leur met des beaux pinces. Mais ce qu'on essaye de demander au niveau européen, même au niveau français, c'est que la petite pêche ait déjà un sigle particulier, comme quoi c'est de la pêche à la journée. Parce que vous avez des bateaux qui restent en mer 15 jours, 3 semaines, voire plus, et qui vont débarquer du poisson en frais. C'est-à-dire que, alors imaginez, le bateau, il a 3 semaines de mer, il arrive à terre, le poisson est débarqué, il est vendu en marailleur, qui après le revend au poissonnier. Enfin, vous allez chez votre poissonnier, le poisson il a été pêché peut-être il y a un mois et demi. Et vous pensez que c'est du poisson frais, mais c'est vendu en poisson frais puisqu'il n'a pas été congelé. Mais si c'est la pêche à la journée, sinon vous n'allez pas très loin en mer alors? Alors voilà, alors raison de plus, en effet, vous avez raison, ça veut dire qu'on ne va pas très loin. Enfin, c'est-à-dire nous par exemple, on a 2 heures de route, enfin alors 4 heures aller-retour. Hein.
Mais en effet, on est en petite pêche, on a comment dire, on ne peut pas aller à plus de 20 000 ou 25 000 des côtes. Donc on est restreint justement au niveau de la surface, et c'est pour ça d'autant plus qu'on demande à pouvoir pêcher toutes les espèces qui rentrent là où on travaille. Parce que contrairement au gros métier, nous on ne va pas aller traquer le poisson partout dans... voilà, on a des zones forcément restreintes, et donc on demande à pouvoir pêcher toutes les espèces qui passent dans les zones où on travaille. Et c'est quoi la journée d'un pêcheur artisan là, au niveau horaire, au niveau... Alors quand le temps le permet, parce que tu m'as dit, lorsqu'on en discutait, qu'effectivement il y avait une période là, depuis l'automne, où vous avez subi quand même des conditions climatiques pas très favorables, et que vous n'avez pas pu sortir tous les jours comme vous l'espériez. Oui, c'est vrai qu'on a passé 3-4 mois, tout le monde en a souffert, du mauvais temps. Et donc c'est clair que pour les petits bateaux qui disent mauvais temps, on ne dit pas de sortir en mer. Donc nous au moins pendant ce temps-là, on laisse le poisson tranquille, et un peu trop d'ailleurs même. Mais contrairement aux gros métiers, aux gros bateaux qui eux sont en mer de toute façon par tous les temps. Oui, c'est vrai qu'on a passé 3 mois pratiquement là sans sortir, c'est un peu douloureux parce que pour nous, pas de sortie en mer, pas de sous. Déjà, si on sort, on n'est pas sûr d'en gagner, mais... Il y a une petite coopérative de diffusion Saint-Jean-Baptiste dans le Coran qui a été créée pour faire un circuit avec le procédé. Alors, bon, au départ, on avait une coopérative qui s'occupait de ça, Logicop, mais c'est une coopérative qui est en liquidation. Et là, il y a une association, en effet, qui est en train, enfin, de se monter, et qui essaye de faire la distribution de poissons en évitant le passage à la criée, en achetant directement, en effet, aux pêcheurs, et qui essaye de refaire la revente. Mais c'est quelque chose qui existait déjà par le biais de notre coopérative. Et vous, par exemple, vous vendez votre poisson à arriver à la criée? Oui, en général, on débarque notre poisson à la criée, mais après, par exemple, si cette association, si elle vient me demander du poisson, forcément, je vais lui en vendre. Et s'il y a des gens qui passent sur le quai qui nous achètent du poisson, on en vend aussi. Mais autrement, c'est vrai qu'on débarque à la criée. Je pense que c'est important aussi de maintenir les criées, même si je peux décrier énormément le principe de la criée, mais c'est quand même important de garder un système comme ça. On pourrait penser à l'équivalent des paniers bio, enfin d'avoir un autre circuit de diffusion qui serait pas le même, de façon à distinguer un peu les lots, de dire voilà, ici, moi j'habite à Guétari, je serais ravie de dire maintenant c'est une poisson qui vient de là, j'en suis sûre, etc. Et d'avoir un panier, enfin vous voyez, un circuit direct. Dans ce cas-là, si la soirée arrive, écoute, on peut se rappeler, moi je te donnerai bien fait de venir. Forcément les coordonnées de l'association en question, je mettrai en relation avec elle. Je vois l'histoire, mais j'arrête toujours trop tard. On va pas prendre de poisson, ça peut pas se. Ah ben ça, c'est clair que si tu veux, ce qui nous différencie des poissonniers, éventuellement, c'est qu'on n'a pas le droit de transformer le poisson. On peut le vendre, on nous laisse le vendre, on ne nous laisse pas le transformer. C'est ce qui fait du tort au poissonnier. Après, par contre, si tu es à Guétari et qu'à l'occasion, tu ne sais pas qui a acheté ton poisson, au marché de Saint-Jean-de-Luz, il y a un petit poissonnier, enfin des jeunes qui tiennent un stand de poissonnerie, et eux, par exemple, s'il y a 15 jours de mauvais temps, leur poissonnerie est fermée. Parce qu'ils n'achètent que du poisson débarqué à la criée de Saint-Jean-Luz et pêché par les pêcheurs locaux. Alors que toutes les autres poissonneries, même s'il y a 3 mois de mauvais temps, ils ont leur stand bien achalandé. Mais il n'y a pas de problème, on passe. Donc vous avez compris, tous à Guétari, à Saint-Jean-de-Luz. Donc on va fermer l'Utopia bientôt parce que tout le monde va se... Pour revenir sur les zones de pêche, qu'est-ce qui peut vous garantir la diversité de poissons comme ça dans un périmètre défini? Vous me disiez la pêche à la journée, donc vous n'allez pas très loin en mer. Et donc, effectivement, si vous voulez pêcher à la journée, il faut quand même vous assurer une diversité de poissons. Ben oui, voilà, vous avez complètement cerné le problème et que justement... on se retrouve, par exemple, on ne peut pas pêcher le thon rouge, alors que c'est vrai que je ne veux pas dire crier au miracle et que dire que le thon rouge est revenu. Mais en fait, il se trouve que quand même, ça fait 2 ou 3 ans qu'on pêche sans chercher à le pêcher.
qu'on pêche du thon rouge. Bon, alors, c'est pas victoire, hein, mais c'est sûr peut-être qu'on commence à sentir que l'effort de pêche a été restreint sur le thon rouge. Et donc, il semblerait, après c'est tellement bizarre de toute façon avec la pêche, après il semblerait que donc il y a un peu plus de thon rouge, et donc ça serait, enfin pour nous ça serait une bonne chose si on pêche du thon rouge de pouvoir le débarquer. Si demain il y a du maquereau, de pouvoir aller au maquereau. Si c'est du bar, de pouvoir aller au bar. Voilà, c'est clair que pour nous c'est primordial et indispensable. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans les faits, les quotas, en priorité, sont alloués au type de gros chalutiers que vous avez. On parle des quotas, c'est pour le ministère avec le comité national de pêche qui met en place ça. Est-ce que justement la plateforme de pêche ne pourrait pas inverser et prendre le pouvoir au sein du comité national? Yeah, de merde. Oui, en plus, il faut faire gaffe, c'est des Basques dans le concept. Non, il y a des Méditerranéens et des Bretons. Ah ouais, aussi, ah ouais. Ça va péter avec Canary, ça va péter, je vous préviens. C'est tout le mal qu'on se souhaite, hein. C'est d'arriver. Là, on en est au balbutiement, mais bon, qui sait, hein, c'est d'arriver justement un jour, à être là et apprendre à peser dans les décisions. Mais on a fort à faire déjà avec notre ministre Cuvillier. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Cuvillier il a été interviewé sur la pêche artisanale. Non seulement il ne s'est même pas donné la peine de prendre une minute pour bûcher le sujet, parce qu'on le voit, il est là, il attend qu'on lui souffle les réponses. Et puis à un moment donné, il dit ceux qui ont des barques là. Ouais, ça sera mis en ligne d'ailleurs sur le site internet de Greenpeace parce que c'est vraiment complètement inacceptable. On voit effectivement le ministre, comme dit Anne-Marie, puis il se retourne vers ses conseillers pour savoir qu'est-ce qu'il doit dire et il est complètement absent en fait. Et effectivement, il compare à la pêche artisanale. Il fait le rapport entre la façon dont soi-disant l'Europe considère la pêche artisanale et comment on la considère en France, et il parle de barques. C'est pour vous dire quand même que le ministre des Transports et de la Pêche a une très bonne connaissance du dossier. Oui, parce qu'une autre chose, c'est qu'en France, le terme de pêche artisanale englobe des chalutiers qui vont jusqu'à 25 mètres. Et nous, c'est pas du tout la conception qu'on a de la pêche artisanale. D'ailleurs, c'est pas la conception qu'a retenue l'Europe. Nous, au sein de la plateforme, on a défini que c'était des bateaux de moins de 12 mètres. Qui allait à moins de 12 000, bon, même si ça peut aller jusqu'à 20 000, hein, c'était histoire de trouver les 3-12, et moins de 12 heures. Et sachant que l'armateur est embarqué et qu'on pratique des arts dormants, c'est-à-dire pas de chalut, ou alors uniquement en polyvalence, style la drague ou une saison de chalut, mais la saison d'après à la ligne ou au filet ou au casier. Mais on exclut de la pêche artisanale le chalut. Type de chalut en général, et donc ça reste des bateaux de moins de 12 mètres, moins de 3 personnes embarquées. C'est le terme que nous, au sein de la plateforme, on a mis pour définir la petite pêche artisanale. J'ai pas très bien compris par rapport aux gros bateaux qui pêchaient en excédent et qui devaient rejeter à la mer. Et vous avez dit au début en fait, il y avait une directive ou quelque chose comme ça qui devait le garder et le ramener, seulement ils ne savent pas quoi en faire, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tous les rejets sont autorisés, on va dire. Oui, mais bon, comment dire, j'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est effectif ou quoi, mais de faire de la pisciculture avec de la farine animale. Et justement, si on pouvait exploiter ces excédents, au lieu de les rejeter et de les transformer en farine de poisson, pour faire la pisciculture, ça éviterait d'utiliser la farine animale qui est d'animal mammifère. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis au fait de l'actualité, si c'est des rumeurs ou je ne sais pas trop quoi. En fait, ce que disait Anne-Marie tout à l'heure, c'est qu'effectivement, actuellement au niveau des institutions européennes, il y a un nouveau règlement communautaire de pêche qui est en train d'être élaboré. Il a d'abord été voté par le Parlement donc début février et avec une assez forte majorité. Dans un deuxième temps, donc, il a été examiné par le Conseil des ministres
des conseils des ministres de la pêche de l'Union européenne fin février. Bon, il semble qu'il y ait à peu près donc un accord pour l'instant entre le Parlement européen et le Conseil des ministres, à une petite différence près, c'est s'agissant justement du calendrier d'interdiction des rejets, puisque donc le Parlement européen voulait une interdiction des rejets beaucoup plus rapide que ce que propose le Conseil des ministres, et avec une tolérance plus faible que ce que le Conseil des ministres, lui, a adopté, semble-t-il, fin février. Donc comme il n'a pas été adopté dans les mêmes termes, ça va repartir devant le Parlement européen, donc c'est en cours là, voilà. Mais sur l'interdiction des rejets, effectivement, ce que disait Anne-Marie tout à l'heure, c'est qu'il y a une petite avancée quand même, petite lueur d'espoir, c'est que normalement, il y aura cette interdiction des rejets, bon alors en 2015 ou 2017, en fonction du texte définitif. Mais après, évidemment, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait donc des poissons qu'on doit évidemment ramener à quai et qui sont peut-être pas valorisables, qui sont donc il y a une solution évidemment les transformer en farine animale. Et ça, je pense que Anne-Marie l'a dit, c'est pas très sain pour ne pas dire plus. C'est toujours mieux que de la rejeter dans la mer. Mais bon, après effectivement, je sais pas quelle est la position. Anne-Marie, de la profession. Enfin, bon. C'est un peu compliqué, peut-être qu'il pourrait y avoir des poissons qui, avant d'être transformés en animal, pourraient être distribués, par exemple, à des ONG ou à je sais pas. Mais il faudrait peut-être voir aussi cette question-là. Ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est encourager les bateaux. Il ne faudrait pas que les bateaux dégagent des bénéfices avec ces rejets-là. C'est clair. Et il ne faudrait pas non plus que ces rejets soient encouragés parce qu'il y a une finalité pour l'agriculture. C'est un peu le piège, mais oui, voilà, il faudra surveiller de très près quand le moment arrivera, parce que je crois que pour les espèces pélagiques, ils ont mis quand même 2014, il me semble, pour la fin des rejets. Donc c'est vrai que c'est une question qu'il faudra continuer, il faudra continuer à être hyper vigilant là-dessus, quoi. Ça va pas être simple. Mais enfin, ça sera au moins du poisson qui sera comptabilisé, parce qu'aujourd'hui, il n'est même pas comptabilisé dans les quotas et tout ça. Donc, et c'est énorme. C'est énorme. On se rendra compte que c'est gigantesque les déchets, si on arrive à les faire débarquer. Rien que sur les images, on voit ce que ça représente déjà. Oui, par rapport à cette notion de vigilance, quels sont les contrôles possibles? Est-ce qu'il y a vraiment suffisamment de contrôles ou est-ce qu'on fait confiance? Alors ça aussi c'est une bonne question, les contrôles, parce que par exemple récemment, il y a une journaliste qui est venue sur Saint-Jean et elle me dit, tiens, l'administrateur c'est notre directeur des affaires maritimes, on dit notre police à nous, etc. Et elle voulait filmer un contrôle sur un bateau, mais elle voulait filmer un contrôle sur un gros bateau. Et donc j'étais à côté d'elle, on appelle donc monsieur l'administrateur, je ne sais plus comment ils appellent parce qu'ils ont changé de nom maintenant. Et elle lui dit, est-ce qu'on pourrait filmer un contrôle, etc. Et alors bon, au bout d'un moment, l'administrateur comprend qu'elle demande à filmer un contrôle sur un gros bateau, et il lui répond non, mais de toute façon on contrôle que les petits, style Allemagne. Alors pour vous dire, en fait, c'est vrai que la France, elle a reçu une amende assez importante, parce que par rapport aux déclarations, aux quotas, aux dépassements, etc. Donc encore une fois, c'est de la part de la pêche industrielle et de la part des gros sonneurs méditerranéens pour le thon, etc. Mais la France, elle doit faire des contrôles, et qui c'est qu'elle vient de contrôler? Les petits bateaux. Parce qu'eux, ils ont peur, presque parfois même, d'aller contrôler les gros bateaux. Peur, et puis il doit y avoir des pressions économiques par derrière énormes. Quand on voit M. Cuvillier comment il nous méprise, qu'on voit qu'Intermarché, les subventions qu'il reçoit de l'Europe, Intermarché et les autres, donc ces gens-là, entre eux, on dit que les loups ne se mangent pas entre eux. C'est-à-dire que le contrôle est pour tout le monde, mais surtout pour les petits, quoi. Parce que je pense qu'évidemment, ils n'ont pas le même poids financier et politique que les gros armateurs qui, effectivement, s'ils sont contrôlés, je pense que dès le soir même, M. Cuvillier, il a un coup de fil du PDG de Scapèche, par exemple, la flotte d'Intermarché, qui lui dit, bon, Francis, arrête les conneries, ton administrateur là-bas, tu diras de se calmer, quoi. Je caricature peut-être un peu, mais je ne suis pas sûr d'être si loin que ça.
avec le propos qu'on vient de tenir. Mais bon, Oui, je crois qu'elle a la viande, vieille mafia. c'est pas nous qui l'avons dit, Claudio, c'est tout. Oui, moi j'aurais une question, parce qu'on a parlé de poissons, mais qu'est-ce qu'il en est des coquillages? Par exemple, on peut penser aux moules, aux huîtres, ou à un moment il cite les noix de Saint-Jacques. Je n'ai pas tout à fait bien compris la phrase. Est-ce qu'il y a des situations un peu équivalentes avec des surconsommations, ou au contraire c'est tout à fait différent en disant c'est que cultivé à Arcachon ou à Marennes, je ne sais où, et qu'est-ce qu'il en est des coquillages? Alors, par rapport aux coquilles Saint-Jacques, bon, le peu que je connaisse là-dessus, c'est que c'est très 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 réglementé. Ils ont des périodes de pêche et voire des journées et des heures de sortie en mer pour pêcher la coquille Saint-Jacques. Ils ne peuvent pas la pêcher toute l'année. Et après, c'est la montre à la main, comme quand vous voyez dans le film, là, les pêcheurs qui commencent à pêcher. D'ailleurs, je me dis, putain, ils ne vont pas faire bon naviguer là au milieu, parce que ils ont donc, la coquille Saint-Jacques est très très réglementée. Après, l'huître et la palourde, c'est plutôt de l'élevage. Donc après, c'est les soucis qu'ils peuvent rencontrer, par contre, au niveau des eaux et de la qualité des eaux. Mais l'huître et la palourde, c'est plus de l'élevage, c'est pas de la pêche. Mais, et après, il y a les pêcheurs à pied aussi, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'ils sont quand même assez importants, même si personne n'en parle, et qui pêchent style palourde ou autre coquillage, et qui sont soumis au gré de la pollution des eaux. Pêche à pied, ça veut dire qu'ils marchent pour ramasser? Oui, les pêcheurs à pied, oui. Parce qu'à propos de coquillages, les frères, par exemple, avant on en trouvait, et on n'en trouve plus. C'est très rare. Ah ben, il doit continuer à y en avoir parce qu'il y a des dragues, donc c'est un gros chalut, mais ce sont des bateaux qui ont des dragues et qui pêchent donc le coquillage. C'est surtout pêché comme ça. Le coquillage est pêché avec des chaluts qu'on appelle des dragues. Mais il doit, enfin je sais pas, on doit pouvoir en trouver, j'imagine quand même. Mais très difficilement, là où je vais. Concernant la disparition des poissons, qu'est-ce qui a disparu aujourd'hui du golfe de Gascogne? Vous pêchez avant? Alors, d'abord, j'ai une petite rectification. Le golfe de Gascogne, avant de s'appeler le golfe de Gascogne, s'appelle le golfe de Biscaye. Attention, on fait l'interro après. Hein. Et écoutez, à un moment donné, le merlu avait disparu. Parce que donc, nous, comme on le pêche à la ligne, on le pêche dans ce qu'on appelle la fosse de Cabreton, qui est un cantonnement réservé au métier de la ligne. Et pendant des années, à l'époque faste des pélagiques, les pélagiques ont pillé la fosse et ont pillé la mer. Et il y a eu jusqu'à 30, quand j'ai démarré, donc il y a une vingtaine d'années, il y avait à peu près une trentaine de petits bateaux qui faisaient le merlu à la ligne. Et ils en sortaient très bien, ils pêchaient bien. En général, le week-end, ils restaient à la maison, ils n'avaient pas besoin d'aller en mer, quoi. Bon, ça marchait bien. Et jusqu'au jour où les pélagiques sont arrivés, et malgré qu'ils n'avaient pas le droit d'aller pêcher à la fosse, ils ont pillé la fosse. Et il y a eu un peu partout une sonnette d'alarme de tirer, il n'y avait plus de merlu. Et donc l'effort de pêche a été réduit sur le merlu. Ces pélagiques qui avant pêchaient le merlu, la louvine, etc., aujourd'hui sont derrière le thon, l'anchois, le maquereau. On leur aurait dit il y a quelques années, un jour vous irez au thon, au maquereau, ils nous auraient rigolé au nez, mais enfin aujourd'hui il leur faut le maquereau, le thon. Donc le merlu un temps a disparu. Et depuis qu'il n'y a plus de pélagique, comme par hasard, on dirait que le merlu revient à la fosse. Et après, les espèces qui ont disparu, ça a été l'anchois. À un moment donné aussi, il y a eu un gros malaise avec l'anchois. Et d'ailleurs, il y a eu un arrêt biologique de plus de 5 ans. Un autre poisson qu'avant on voyait beaucoup dans nos côtes, sur Saint-Jean, qui se pêchait bien, c'était le bar et la royale. Alors après, c'est des poissons migrateurs aussi. Hein. Donc c'est vrai qu'ils ont été surpêchés à un moment donné. Et c'est vrai qu'aussi après, le poisson il bouge. Hein. Donc c'est compliqué. Mais de dire que, par exemple, quand je vois les pompiers, des pompiers qui font des plongées assez fréquentes au bord de nos côtes, ils sont étonnés de voir que oui, il y a vraiment de moins en moins de poissons là à proximité dans les cailloux par rapport à ce qu'il y avait il y a 10-15 ans, il y a de moins en moins. Et depuis que vous exercez, vous avez constaté une dégradation des eaux, de la pollution, une augmentation de la pollution? Dégradation des eaux, c'est-à-dire la pollution. La pollution, c'est difficile à dire parce que d'abord, il y a une pollution visuelle qu'à la limite,
Celle-là, elle est quantifiable, on va dire, mais bon, elle n'est pas insurmontable. Celle qui fait le plus peur, c'est justement celle qu'on ne voit pas. Alors là, donc c'est pour ça que je ne suis pas très en mesure de vous répondre. Et quand on voit chaque hiver sur des épisodes un peu climatiques forts, effectivement tous les déchets qui arrivent sur les côtes, donc que ce soit au Pays Basque ou sur les Landes. Bon, après c'est pas uniquement de la pollution, ça peut être aussi des morceaux de bois et tout, mais bon, les tonnes de plastique et autres, ou les fûts qui se baladent et qui arrivent sur les côtes. Ah oui, c'est sûr, on trouve de tout, mais bon, je ne sais pas très bien quoi répondre à ça, parce que je ne sais pas qui c'est le fait, parce que les Français disent c'est les Espagnols, c'est facile à dire, de toute façon c'est les Vians et Badois, on est Badois, l'Espagne. Mais cette pollution-là, on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Après, ce que je peux vous dire, c'est que pendant des années, les pêcheurs étaient les premiers à prendre la mer pour une poubelle. Bon, aujourd'hui, non, tous les pêcheurs ont une poubelle à bord, je vous rassure. Mais quand j'ai commencé, mais enfin, c'est pas la pollution qui est la plus... Bon, après, c'est vrai, oui, le plastique, ça peut être dangereux parce que ça peut mammifère après. Certains oiseaux peuvent les aller injecter malencontreusement, mais c'est plutôt la pollution qu'on voit pas qui nous fait davantage peur. D'ailleurs, en parlant aussi, c'est autre chose, mais en parlant aussi de la pollution, on a quand même de manière assez récurrente des échouages de dauphins ou de petits rorquals et autres sur les côtes des Landes. Et bon, voilà, après, je sais pas, moi je suis pas scientifique et je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que s'ils ingurgitent du plastique, ça leur fait pas du bien, oui. Bon. Oui, et puis de toute façon, je crois que la majorité de ces poissons qui viennent de se suicider, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on nous dit, c'est que déjà, ils ont été plus ou moins touchés ou par des filets, ils ont été pris dans des filets. À 82%, on va dire, ils ont été pris dans des filets, etc. Par contre, je connais un jeune homme de 73 ans, biologiste, qui s'acharne à les disséquer et à les autopsier. Et lui, ce qu'il remarque, enfin ce qu'il essaye de remarquer, c'est que pourquoi certains dauphins se font prendre au filet et puis pas d'autres, etc., etc. Et il est en train d'essayer d'établir un peu comme ça une petite, on va dire, une espèce de logique dans laquelle il expliquerait ça en disant que l'écosystème est en train de changer, justement, et qu'il y a des parasites, etc., qu'on retrouve dans leur estomac qu'avant on ne trouvait pas. Enfin, c'est un travail un peu de longue haleine qu'il est en train de mener là-dessus, pour expliquer quand même qu'est-ce qui se passe. Et comme il nous dit, il y a des poissons exogènes, c'est-à-dire qu'on trouve maintenant dans nos eaux des balistes et des dorades coryphènes qu'on ne trouvait pas il y a quelques années. Donc est-ce que c'est dû au réchauffement des eaux? Est-ce que c'est dû au ballast des cargos, etc. etc. Enfin, et puis en plus, il est un peu tout seul à batailler là-dessus parce que l'Ifremer, évidemment, ça ne les intéresse pas. Ça n'intéresse personne, ni le comité national, ni le comité local, ni l'Ifremer. Il est tout seul dans son coin en train de mener sa petite guerre. Voilà. Mais c'est très, très complexe et ça sera un travail sur de longues années. J'ai participé il y a quelques années à une opération d'une piste de ramassage de cadavres de mammifères marins qui s'échouaient sur les plages des Landes. Les gens étaient venus d'Allemagne avec un camion frigorifique pour ramasser tout ça. Et en fait, c'était une action coup de poing. Ils allaient déverser tous ces cadavres devant le ministère allemand de la Pêche. Ce qu'ils me racontaient les Allemands à l'époque, c'était que statistiquement, il y avait à peu près 90 orcas ou dauphins qui s'échouaient sur les plages de La Rochelle jusqu'au Pays Basque par an. Donc tous les 4 jours, il y en avait un. Et le public ne remarque rien, parce que dès qu'il y a un cadavre de mammifère marin, immédiatement la municipalité la voie est tarissée. Donc nous on faisait ça la nuit, avant les équipes municipales qui étaient chargées justement de surveiller les plages pour éviter que ce soit vu. Oh non, c'est pas étonnant. Et puis parce que c'est surtout pour éviter de dire aussi que justement qu'on voit comment c'est pas des suicides comme ça, c'est souvent vu, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le constater, que c'était quand même des poissons qui devaient être marqués par des
filets ou pas spécialement? Le seul que j'ai à ramasser était déjà un tas de décomposition à passer, donc difficile à dire. Parce que nous on a vu, hein, mais de toute façon c'est surtout à la pêche, quand les pélagiques, etc. sont à la louvine ou au thon, on est sûr de voir davantage d'échouages, de suicides de dauphins ou autres, parce que c'est dans ce genre de filets-là qu'ils sont pris. Par contre, à un moment donné aussi, les pélagiques, quand on a voulu démontrer que justement les pélagiques en pêchant le thon, parce que c'est vrai qu'après, pour nous, les dauphins, ça a un aspect médiatique très important. C'est-à-dire que si on vous dit que les pélagiques détruisent des dauphins, on sait très bien qu'on va alerter l'opinion publique beaucoup plus qu'en disant qu'ils détruisent des chichards. Alors que les chichards sont aussi importants que les dauphins parce qu'ils participent à la chaîne alimentaire. Mais on sait que médiatiquement, c'est beaucoup plus parlant de parler de dauphins. Mais donc ces échouages sont surtout dans les campagnes de pêche à la louvine et de pêche au thon. Il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes, non, dans la pêche comme vous? C'est plutôt pas très 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 nombreuses, mais sur Saint-Jean on a été jusqu'à 4, là en ce moment on est 2. Puis en Bretagne je sais qu'il y en a aussi. Ailleurs sur combien de pêcheurs? 2 sur combien de pêcheurs? 2 sur 30, tu disais? En bateau. Oui. En bateau. On a une moyenne de 3-4 par bateau. Donc 2 sur 120? Quelque chose comme ça. La parité. Et la réaction par rapport à tes collègues masculins, du fait que tu sois une femme? Petite question à la noix, puisque demain, vendredi 8 mars, comme tu le sais, c'est... Sur la journée de la femme, ils ont qu'à la remplacer, ils ont qu'à mettre la journée de l'homme. Voilà, la journée de la femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un spécimen, on a droit à une journée par an, vous vous rendez compte? Le restant, c'est pour les mecs. Non, bon. Moi, je la supprimerai, la journée de la femme. D'accord. Pourquoi pas la journée du poisson? Voilà, la journée du poisson, on pourrait remplacer. Concrètement, est-ce que les consommateurs, on ne sait pas, parce que si on demande à un poissonnier qui mange du poisson, on ne sait pas ce qu'il peut faire en fait pour ne pas contribuer à ça. Ben, lui demander que la prochaine fois que vous allez aller chez lui, qu'il sache. Si 80% des poissonniers ne savent pas. Ben, c'est évident qu'ils... Enfin, bon, je sais pas, j'ai dit 80% des poissonniers ne savent pas. Oh là là, j'espère que la profession, il n'y a personne à la Bon, il n'y a que de l'eau dans ta bouteille, Anne-Marie. Même si c'est beaucoup moins, même si c'est 40%, 50%, ça ne vaut pas le bon poissonnier qui connaît. Eh bien, mais justement, ben, vous allez lui faire se poser des questions et ben, il va se dire, ah punaise, ouais, tiens, c'est vrai. Puis après, quand vous reviendrez, il va faire une tête. Mais justement, pour insister, ouais. Oui, je crois que... Ah, c'est vous la petite dame de l'autre jour, d'accord. Je crois que ça commence par là, en fait, c'est... Non, je ne dis pas de ne pas en acheter dans les supermarchés. J'ai cité le cas d'Intermarché tout à l'heure, mais après il y a d'autres supermarchés. Par exemple, nous, localement, je sais que Leclerc principalement, je crois, achète du poisson crié aussi. Donc, je veux dire, il y a des supermarchés qui ont aussi du poisson local. Hein. Après, c'est clair que dans l'absolu, l'idéal, ça serait de zapper toutes les grandes surfaces, mais on a du mal quand même. D'autant qu'on est pas évident de zapper complètement les grandes surfaces. Hein. Et les grandes surfaces, ils ont des chalutiers, non? Intermarché. Intermarché, c'est sûr. Ah ouais. Intermarché à ses bateaux. Sa propre flotte de pêche Intermarché qui s'appelle le SCA-Pêche. Ah ouais. SCA Pêche, tout attaché. Et au champ?
Non, Carrefour, je sais pas, je sache. Le champ c'est Carrefour, je trouve que c'est bon. Bon, mais je suis pas sûr que les poissonniers se soient garantis, puisque de toute façon, tout à l'heure vous disiez que les poissonniers, même quand vous sortez pas en mer, qui vendaient du poisson. Donc en fait, il n'y a aucune garantie que ce soit meilleur chez le poissonnier que dans les grandes surfaces en fait. Ben, oui, je vous le fais pas dire. Hein. En fait, c'est la traçabilité. Mais par contre, je suis sûre qu'il y a des poissonniers, des super poissonniers. Hein. Moi, je dis, j'en connais sur Saint-Jean. Je pense qu'il doit y en avoir ailleurs. Ah bah, des gens qui aiment leur métier déjà, et puis donc qui ont à cœur d'avoir du joli poisson, du bon poisson. Je crois que les poissonniers, c'est comme tous les autres, il y a de tout, et il y a des gens très bien sûrement, et puis d'autres un peu moins. C'est à nous de les embêter un petit peu. Quoi. J'ai une question par rapport à vos techniques de pêche. En fait, quand vous ne savez pas à l'avance ce qui va sortir, du coup, qu'est-ce que vous faites quand c'est des espèces qui sont déjà autorisées, ou qui ne sont pas vous les rejeter, ou ils sont vivants encore? Alors en règle générale, le poisson pêché à la ligne, on peut le décrocher, enfin pêché à la hameçon, on peut le décrocher et il repart vivant en règle générale, parce que c'est pas vrai pour toutes les espèces. Mettons, c'est pas vrai pour le merlu. Le merlu, en général, une fois qu'il a mordu à la hameçon, même s'il se décroche de la hameçon, il flotte sur l'eau, alors que d'autres espèces, le thon, le chichard, ou le con, ou le bar, etc., vont repartir. Donc, je veux dire, nous, au métier de la hameçon, on n'a vraiment pas de rejet. On ne pêche jamais du poisson hors taille. Ça ne nous est jamais arrivé en plus de 20 ans. Moi, j'ai jamais vu un poisson hors taille, qui ne fait pas la taille marchande. Bon, pêcher du thon, pêcher du poisson illégal, oui, l'été dernier, l'été d'avant, du thon rouge, parce qu'on n'a pas le droit de le débarquer, on n'a pas le droit de le pêcher, et que malgré nous, on en a pêché. Alors, je peux vous dire que franchement, là, il est vite tranché et on se le partage, hein, parce que pour nous, ça serait une aberration de rejeter du thon. Quoi. Enfin, donc on ne peut pas le commercialiser, mais on va quand même le manger. Quoi. On n'aurait même pas le droit de le manger. Hein, mais... Et qu'est-ce que vous restez pour contrôler une belle amende. Je ne sais même pas jusqu'à combien. Par exemple, je vais vous donner le cas d'un canneur. Parce que les canneurs, au moment de débarquer leur pêche, doivent donner une estime de leur cargaison à bord. Et ils ont droit à une marge de manœuvre de 10%, une marge d'erreur de 10%. Et donc il avait sous-estimé sa pêche, ou au contraire surestimé, je ne sais plus très bien, 1 500 € d'amende. Alors qu'à côté de ça, parce que lui s'est trompé, c'est difficile des fois surtout qu'on ne peut pas se servir de balance à bord. Parce que ça ne marche pas sur un bateau. Donc c'est clair qu'on peut très bien se tromper. Il y a des jeux d'ailleurs, il faut peser un jambon, c'est celui qui s'approche du poids qui gagne le prix. Donc vraiment, assez facilement, on peut se tromper à 2-3 kilos près sur des grosses bêtes, c'est pas évident. Et 1 500 € d'amende pour s'être trompé dans le remplissage du lot. Donc je ne sais pas si on pêche un thon qu'on n'a pas le droit de pêcher, je ne sais pas. Et ça, c'est suite à des contrôles des affaires maritimes. Oui, hein, c'est ça. Oui, puisque les affaires maritimes, comme disait Marie tout à l'heure, en fait, c'est les représentants locaux du ministère de la mer, du ministère qui est en charge de la police des pêches. C'est ça qu'on les appelle administrateurs des affaires maritimes. Le problème, il est là aussi, c'est qu'ils devraient concentrer leur travail sur leur contrôle, plutôt que sur des petits pêcheurs qui vont magouiller 1 ou 2 kilos sur les bateaux d'usine. C'est ce qu'on leur dit. Hein. On leur dit, c'est pas nous qu'il faut venir contrôler, ni débarquer à quai, ni débarquer, contrôler les canneurs qui débarquent à quai le thon, mais aller en mer, voir ce qui se passe et contrôler en mer. Quoi. Ouais, mais c'est une volonté politique. C'est clair, c'est voulu. Enfin, il n'y a pas de volonté politique d'aller en mer contrôler les gros bateaux, c'est évident. Bon, nous, Greenpeace, on est contre la non-violence, mais si jamais tu avais un administrateur des affaires maritimes qui tombait à l'eau, et que tu puisses pas le repêcher, que tu puisses pas tomber dans ton filet. C'est pas le contrôle de moi. Non. Si vous dites que le thon rouge revient, on peut espérer que l'anchois revienne, parce qu'on trouve peu d'anchois sur les étals. Moi qui adore les anchois, sur la roche, je suis dans les toits. Et franchement, on en trouve peu souvent les anchois.
Mais c'est vrai que l'anchois était interdit pendant quelques années. Il y avait une personne qui disait qu'il fallait manger de l'anchois. Oui. Mais l'anchois était interdit pendant 5 ans. Le péché, il y a eu un arrêt biologique sur l'anchois, et là c'est autorisé. Alors le problème, c'est là aussi, il y a des gros problèmes par chez nous, parce qu'il y a 2 façons de mesurer l'anchois. Il y a soit la taille en centimètres, soit le moule. Alors le moule, c'est par exemple, je sais pas, 50 ou 60 kilos ou 12 centimètres. Alors chez nous, il y a des petits bateaux, enfin des bolinchers. C'est pas vraiment des petits bateaux, mais disons des bateaux de taille assez raisonnable qui pêchent donc à la bolinche. Et à cause de la taille de l'anchois, si ça avait été au moule, ils auraient pu aller à l'anchois. Mais c'était à la taille, mettons, au lieu de ramener de l'anchois de 12 cm, le leur faisait, mettons, je sais pas, 10,5 ou comme ça. Donc ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu aller le pêcher, ils n'ont pas pu le débarquer. Par contre, les pélagiques qui, eux, peuvent aller beaucoup plus profond, etc., ont eu les autorisations et ont ramené des anchois. Donc je vous demande, si vous consommez des anchois, de ne pas consommer d'anchois de pélagique. Voilà, de bolincha, les anchois de la de bolincha. Quoique les Bretons ne seraient pas contents parce qu'ils sont en guerre, les ligneurs bretons sont en guerre contre les bolinchers, parce que finalement, chez les bolinchers, c'est comme ailleurs, il y a des petits bolinchers et des gros bolinchers. Et ce qu'a pêche justement, notamment à des gros bolinchers qui des fois vont pêcher dans les mêmes zones que les petits ligneurs bretons. Donc, pêcher par un petit bolincher. Par rapport à tout ce qu'on vient de parler ce soir, est-ce que Greenpeace a des actions de soutien par rapport aux pêcheurs, justement, aux petits pêcheurs C'est-à-dire que, bon, comme Anne-Marie l'a dit, on a soutenu dès le départ la volonté des petits pêcheurs ou des pêcheurs artisans de se constituer en association, pour l'instant, loi 1901, donc une association professionnelle. On les a assistés depuis le début pour créer cette association, pour les aider à rédiger les statuts, pour aussi donc payer un certain nombre de frais, parce que par exemple ils sont allés faire entendre leur voix à Bruxelles. Donc effectivement, bon, Greenpeace, là c'est moins médiatisé, mais Greenpeace et le WWF, parce qu'il ne s'agit pas de tirer la couverture à bout, donc a participé à la mise en œuvre de cette association. Donc l'idée, c'est de continuer, bien sûr. On a encore un certain nombre d'échéances à voir avec justement les plateformes de la pêche artisanale. Et puis là, dans les prochaines semaines, Greenpeace va continuer son activité en direction de vous, les citoyens, pour permettre que vous exprimiez aussi votre souhait que les pêcheurs artisans ils soient mieux entendus, mieux protégés. Alors par divers moyens, je ne les ai pas encore tous en tête, c'est pas encore complètement finalisé, mais effectivement sous forme peut-être de cartes pétition qu'on vous fera signer, peut-être de cyber-pétition sur le site internet de Greenpeace, voire les aider s'ils décident d'une action, je ne sais pas, à Saint-Jean-de-Luz, dans le Finistère ou en Languedoc-Roussillon, puisque bon, en France, il y a 25 groupes locaux de Greenpeace, et donc il y a un groupe local, par exemple Greenpeace à Montpellier, donc je suppose que les copains de Montpellier, s'ils veulent monter une petite action, ils se feront certainement aider par les bénévoles Greenpeace de Montpellier. Bon, ici on est un peu loin de Saint-Jean-de-Luz, mais on est tout à fait prêt, n'est-ce pas Marie, à venir t'aider. On a déjà fait un petit peu. On y va. On y va. Voilà, donc oui, enfin, par rapport à la façon dont Greenpeace est connu un petit peu, bon, comme des, si vous permettez cette expression, comme des chieurs, comme des gens qui veulent mettre fin à l'emploi à EDF, qui veulent mettre fin à l'emploi chez les pêcheurs, qui veulent mettre fin à l'emploi chez les grandes marques de vêtements. Bien, au-delà de ça, on considère qu'il y a des gens tout à fait responsables, et c'est le cas évidemment des pêcheurs artisans, et qu'eux, ils ont à la fois le souci du maintien de leur emploi, mais aussi le souci de l'environnement. Donc c'est clairement, je dirais, une catégorie de gens qu'on a soutenu et qu'on va continuer à soutenir. Une espèce aussi à sauvegarder. C'est toi qui l'as dit. Hein. Mais après, oui, Greenpeace nous a bien aidés. Par exemple, Patrick nous a aidés, nous a apporté tout son savoir en matière juridique pour la constitution de nos statuts. Et là, bientôt, Greenpeace va faire le tour d'Europe
pour rejoindre, parce que ce qu'on a fait au niveau de la France, donc la plateforme de la petite pêche artisanale, on s'est rencontrés aussi 9 pays de la communauté européenne et on a signé une déclaration commune de la petite pêche artisanale avec encore une fois le soutien de Greenpeace qui nous a permis de nous rassembler. Et là, l'idée de Greenpeace, c'est avec un bateau de rejoindre les 9 ports, enfin les 9 pays qui ont signé cette déclaration et donc faire des pauses dans quelques ports comme ça. Il y en aura en France 3 si j'ai bien compris, 2 ou 3, et partout en Europe. Donc Greenpeace, normalement c'est ce printemps. Greenpeace devrait circuler, enfin Sunrise. C'est un des bateaux de Greenpeace qui s'appelle Arctic Sunrise. À Bayonne, il y a Audierne et à Saint-Malo. À Saint-Malo, c'est toujours connu. Bon, enfin, et Boulogne. Le fief de notre ministre. Oui, monsieur Frédéric Puvillier, celui qui a du mal à potasser ses dossiers. C'est pas grave, hein. Ça sert à rien pour être ministre de potasser ses dossiers. Ça va. Jean, tu avais une question? Tu osais plus la poser? Bah, juste d'abord, 2 petites infos. Je crois que la pêche, la flotte d'Intermarché, c'est la première flotte française. C'est la plus grosse, hein, en termes de nombre de bateaux et de volume, etc. Oh, je sais pas, avec des armements de lait, mais apparemment, Scalpêche rachèterait de lait, ou je sais pas très bien. Je sais pas, je saurais pas tout dire. Et sinon, que je veux dire, oui, aussi sur la traçabilité, il y a un truc qui vient de sortir aux États-Unis, ils ont fait une étude. Et c'est un peu pour ça que je vais te parler. On parlait de traçabilité, ils ont vu que 40% du poisson testé, c'était pas la bonne étiquette. C'est-à-dire que là, c'était même pas une question de traçabilité de zone, c'était de poisson. C'est-à-dire que c'était écrit thon alors que c'était pas du thon. Et c'était écrit chinchard alors que c'était du thon. Et c'était écrit bar alors que c'était du thon. Enfin, c'était n'importe quoi. Et 40% du poisson testé, c'était pas le bon poisson. Oui, et en plus, après, le reste, un peu qui sort de l'eau. Enfin, bon, donc voilà. C'est pour ça que c'est hyper complexe. Poisson pané, si, ça. C'est pas très fiable. Poisson pané. Et moi, ma question, c'était par rapport, moi je suis étudiant à la fac de Bordeaux, et on a souvent aux rues du poisson, et je dirais que 4 fois sur 5, c'est du filet de hoki. En ce moment, ils aiment bien, visiblement. Des filets de, pardon. Du filet de hoki. Ah, oui. Donc je sais même pas ce que c'est, je crois que c'est du chinchard, justement. Mais en général, c'est origine, donc je me suis un peu renseigné parce que ça m'intéressait, c'est origine Nouvelle-Zélande. Donc c'est sympathique. C'est en surpêche totale, c'est du pélagique, etc., Et je me demandais justement dans ce cadre-là, les universités, les établissements publics, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des liens à tisser entre les rues, les restaurants, les cantines des écoles et ce genre de choses et les petits pêcheurs artisans pour peut-être fournir justement ce genre d'endroit? Oui, pourquoi pas. Tu as certainement raison, il faudrait qu'on commence par là, hein, par les écoles, les universités et autres, les endroits publics. Ça serait une bonne chose. Hein. Maintenant, tu sais, je peux te dire que, pas sous ce gouvernement, mais je ne suis pas pour dire, malheureusement, il n'a pas l'air bien meilleur que le précédent. Mais pour te donner un petit exemple, il y a un jeune sur Paris, un mec super, ils ont monté une petite boîte où ils vendent des produits. Et quand on l'a rencontré pour savoir s'il vendrait notre merlu, il nous a dit moi je suis incapable de vendre un produit que je ne connais pas. Donc c'est quand même extraordinaire d'entendre ça. Et donc il est venu en mer avec nous pour voir comment on pêchait. Et après il a dit d'accord, ok, je vendrai votre poisson. Et bien lui il m'a dit qu'il était parti, parce qu'il fait l'Assemblée nationale, le Sénat, etc., certains ministères. Et quand il était parti au ministère de la mer, le chef du ministère de la mer, quand il avait proposé donc, du poisson de ligne, etc., l'autre il a dit non, moi j'ai de la dorade d'élevage de Grèce à un prix très intéressant, c'est bon. Au ministère de la mer, alors tu vois, on peut dire qu'en au ministère de la mer, il mangeait du poisson d'élevage de Grèce, tu vois. Donc, oui, vous connaissez le poisson comme les enfants, quoi. Le poisson, il est carré, non? Enfin, c'est ça. Chinchard, effectivement, en complète surpêche, c'est assez récent. Et il est pêché autour de l'Antarctique, dans des eaux très froides. Et ce sont des armements à 80% chinois, Taïwan ou Chine populaire.
il n'est pas en bonne situation. Oui, mais il doit avoir, un prix qui doit forcément être attractif. Non, mais c'est clair. Ce sont des bateaux qui contrôlent sur place, vraiment de la mer. Ce sont les plus gros qui sont dans la partie. C'est justement des questions qu'il faut poser aux poissonniers. Qu'est-ce que vous nous conseillez qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme poisson qui est issu de la petite pêche Je pense qu'il faut aussi s'informer de soi-même parce que le poissonnier peut nous ramener au beau parc pour nous vendre son poisson. Oui, clair, c'est pas évident. C'est pas évident. Je reconnais que c'est pas évident. Hein. Moi j'ai un peu de soucis pour le reste. Encore que nous l'avons. C'est vrai que c'est pas évident. Mais on peut lui demander, on peut lui poser la question, on va voir ce qu'il répond. Il y a une chose intéressante aussi sur le consommateur, c'est par rapport au guide que vous avez là, c'est que vous avez aussi des périodes à laquelle vous pouvez acheter le poisson parce qu'il est arrivé à maturité, et des périodes où justement en reproduction, effectivement c'est des périodes où il faut acheter. Donc, vous avez un petit peu les saisons comme un petit peu les légumes, donc ça vous trouverez ça aussi sur les guides, généralement. Par exemple, les juniors de la Pointe de Bretagne qui pêchent le bar, ils s'arrêtent le mois de février et une partie du mois de mars parce que la lubine est en train de pondre, alors que le pélagique, les boulichers continuent à les pêcher. C'est avéré que dans le film qu'il y a des pêches qui ont bien des contacts, c'est une bonne flotte de constater, voire marcher, sans action forcément violente, mais avec des bonnes démarches de communication et de faire savoir en fait. Mais on peut dire qu'on l'a déjà fait. Bon, on a évidemment un célèbre exemple très médiatique qui nous a opposé il y a assez longtemps en pêche à baleine, mais avec nos chalutiers japonais, mais les sonneurs tonniers donc en Méditerranée, avec donc un affrontement qui a été un petit peu violent, puisque il y a même donc un militant de Greenpeace qui avait pris donc un harpon et ça s'est terminé un peu au tribunal. Mais bon, au-delà de ça, dernièrement, on a par exemple pisté un énorme chalutier, alors je ne sais plus ce qui est sous armement hollandais, François, non ? Oui, le chalutier, il a été pisté déjà en Australie, il s'est fait prendre récemment dans la Manche, et c'est la première fois qu'il prend une aussi grande amende. Il a eu, je crois, 200 000 € d'amende. Oui, quelque chose dans ce goût-là, oui. Parce qu'effectivement, les affaires maritimes ont vu qu'il pêchait sur une espèce qui n'était pas prévue. Et ça, c'est Greenpeace qui effectivement avait pisté cet énorme chalutier et qui a alerté les autorités françaises puisqu'il était dans la Manche. Et donc, c'est les affaires maritimes de Cherbourg qui lui ont infligé cette super amende. Et ça, c'est assez facile à voir. Enfin, pour nous, en Europe, c'est assez facile, entre guillemets, ce serait plutôt assez facile à contrôler, plus ou moins avec les affaires maritimes parce qu'il y a des bateaux. Mais prenons l'exemple de ce qui se passe par exemple en Afrique de l'Ouest, le Sénégal et compagnie, vous venez à tous ces pays-là où il n'y a aucune flottille, où il y a des bateaux, ça s'appelle la pêche pirate, qui sévit sans vergogne et il n'y a aucun contrôle. Il y a quelques années justement, c'est un des bateaux de Greenpeace qui était sur zone, qui a embarqué des policiers locaux et qui est parti justement en mer et qui a arrêté un bateau de pêche pirate chinois. Oui, c'est sûr que c'est plus facile dans des mers européennes parce qu'il y a quand même il y a quand même une administration, il y a quand même un certain nombre d'éléments administratifs, je dirais. Et même si peut-être que des fois, puisqu'on disait tout à l'heure, peut-être que certains ont un poids politique et financier supérieur aux autres, mais il n'y a pas les mêmes phénomènes de corruption, je pense, que dans certains pays, par exemple d'Afrique ou d'Asie. Et c'est vrai que à ce moment-là, je pense que même si sur les côtes du Sénégal, Greenpeace a alerté les autorités sénégalaises, je ne suis pas sûr qu'ils puissent mettre en place effectivement de gros moyens techniques
ou autre pour aller infliger une amende à un chalutier qui est en train de piller les côtes du Sénégal. Bon, je ne sais pas si on va peut-être... si vous n'avez plus d'autres questions, on va remercier Anne-Marie, bien sûr, une nouvelle fois. Marie qui en ce moment passe peut-être plus de temps dans le train pour aller animer des séances avec Greenpeace que sur son bateau, puisque mardi, pour ne rien vous cacher, elle était normalement avec nos petits copains de Dijon. Voilà. Lundi soir. Lundi soir, oui, d'accord. Ok. Voilà. Demain, on prend le week-end à partir de la vie. Mais ce matin, j'ai vraiment réussi à faire. Je reviens de mer. Mais tu aurais pu nous ramener du merlu, tu l'aurais vendu à la crime. Bon, ben encore merci à toi Anne-Marie, puis merci à vous pour votre participation, et puis n'hésitez pas à aller après sur le site internet de Greenpeace. Je pense qu'on continuera évidemment à vous donner un certain nombre d'informations sur cette campagne pêche. Merci à vous, bonne nuit, bonne soirée.